Thomas vivait dans un coin de campagne en France. Il y était pour les vacances d'été, avant de revenir à Paris et de retourner aux études dans son lycée. Il s'y ennuyait à mourir, donc, dès qu'il en avait l'occasion, il partait dans la forêt sur un sentier qu'il aimait bien. Là-bas, il y avait une très grosse fourmilière, plus grosse que la normale. Il s'y rendit pour la voir de plus près. Avec un bâton, il la tâta, et des milliers de fourmis rouges en sortirent et s'affolèrent alors qu'elles essayaient d'y retourner à leur vue. Thomas ressentit un frisson glaçant. Un jour où Thomas y était venu en vélo, il perdit le contrôle lors d'une tentative de roue avant et fonça droit sur la fourmilière. Le chemin qui y menait était plein de bosses et Thomas chuta car il avait pris trop de vitesse. Il perdit connaissance. Lors de son réveil, il se trouvait dans un endroit sombre et avait du mal à bouger. Il sentait des milliers de petites bêtes courir sur son visage et ses bras. Il avait la phobie de tout ce qui touchait aux insectes. D'un grand coup, il réussit à se délivrer. Il s'était retrouvé à l'intérieur de la fourmilière. Ayant peur que certaines fourmis se trouvent encore sur lui, il retira son t-shirt et se tâta tout le corps pour les faire partir. Une vingtaine de fourmis rouges tombèrent aussitôt à terre. Il recula de plusieurs mètres, lorsqu'il regarda d'où elles venaient. Il fut surpris qu'aucune piqûre ne lui ait été faite, à l'exception d'une toute petite au bras, mais rien de grave. Le lendemain, quelque chose lui grattait au bras. Il regarda son bras, une grosse marque rouge et noire y était. On aurait dit que sa peau avait brûlé de l'intérieur pendant la nuit. Il pensait que c'était une mauvaise allergie à la piqûre de fourmis rouges. Ça n'arrangeait pas sa peur des insectes en tout cas. Il voulut retourner sur le sentier, comme à son habitude. Mais lorsqu'il est arrivé, la fourmilière avait disparu. Mais quand il se rappelait de la taille gigantesque que faisait celle-ci, elle ne pouvait pas disparaître entièrement du soir au matin. Il rentra en espérant que son cas s'arrangerait. Son bras commençait sérieusement à le brûler. Quelques jours plus tard, son bras lui faisait affreusement mal. Lorsqu'il le regarda, son bras semblait pourrir. La vision était affreuse. Il souffrait le martyre, mais préférait garder ça pour lui. Lors de la nuit du même jour, il n'arrivait plus à dormir à cause de sa blessure. Non seulement il souffrait, mais il n'arrêtait pas d'y penser également. Son bras tombait en lambeaux. Sa blessure était entièrement noire et du sang semblait s'y écouler. Il avait froid. Il décida d'aller fermer la fenêtre. Au moment où il commença à la fermer, il entendit des grouillements venant de son lit. Il se retourna lentement. Des fourmis sortaient par milliers de dessous de son lit. Il tenta de sortir, mais les fourmis étaient déjà sur la porte et sur la poignée. Il prit la bombe anti-insecte sur son armoire et aspergea les fourmis avec rage. Sa chambre pullulait de ces bestioles. La bombe n'était pas rechargée et des fourmis commençaient déjà à rentrer par sa fenêtre. Il monta sur son lit, debout, comme dernier espoir, mais plusieurs dizaines de fourmis lui tombèrent dessus, du plafond. Il tomba à terre en essayant de se débattre. Les fourmis grouillaient sur son corps et plantaient leurs mandibules sur lui avant de lui injecter leur poison avec leur dard. Après quelques instants, il ne bougeait plus. Les fourmis finirent par le laisser et repartirent par là où elles sont rentrées. Elles laissèrent Thomas agoniser pendant que le poison se répandait dans son sang. Son corps semblait avoir été dévoré. Il ne restait presque plus rien de lui. Mais il vivait toujours. Il était toujours conscient qu'il ne faut jamais énerver les fourmis rouges. Tu sais qui tu es. J'ai écrit cette lettre parce que tu t'es plaint récemment en faisant part de ton désir d'être libéré. C'est pourquoi j'ai décidé de la poster pour toi, ici, sur ton site web préféré, afin que tu la trouves et la lises quand tu te connecteras. Je veux te montrer que je te connais mieux que quiconque, et je comprends ta frustration. Mais tu dois me croire lorsque je te dis que je sais ce qui est le mieux pour toi. À la fin de cette lettre, j'espère que tu auras une meilleure compréhension concernant les raisons pour lesquelles je t'ai fait toutes ces choses. Que tu le crois ou non, je déteste vraiment t'imposer tout cela sans ton consentement. C'est pourquoi j'ai besoin que tu commences à me faire confiance dans les décisions que je prends, sans poser de questions ou protester. Avec cela en tête, laisse-moi essayer de t'expliquer. J'avais un camarade de promo à l'université qui se plaignait toujours que son cou lui faisait mal. Il se tordait la tête d'avant en arrière, comme s'il essayait de déloger quelque chose de douloureux de l'intérieur de son corps. Au final, je suis parvenu à le convaincre de consulter un médecin,
et mon ami a appris qu'il souffrait d'une maladie dégénérative incurable. Sa colonne vertébrale ne pourrait jamais aller mieux. Au contraire, elle lui causerait de plus en plus de douleurs chaque jour qui passerait. Mais il y avait encore de l'espoir. Les médecins lui ont parlé d'une opération qui pouvait retarder l'inévitable. Elle donnerait à mon ami une décennie supplémentaire de vie sans souffrance, avant que la douleur ne revienne pour le tuer. Mon camarade a choisi d'essayer la chirurgie, et ça a marché comme sur des roulettes. Il était plus heureux que je ne l'avais encore jamais vu auparavant. L'opération lui a redonné de la confiance en lui, et de la vigueur, ce qui l'a incité à s'inscrire dans une ligue de baseball amateur. Il voulait tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie et profiter de sa santé pendant qu'il l'avait encore. Un jour, mon ami plongeait vers la deuxième base lorsqu'il a atterri trop fort par erreur. L'impact a déréglé sa nouvelle colonne vertébrale et le travail méticuleux des chirurgiens a été effacé en un instant. Les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait pas réparer les dommages une seconde fois, car son corps ne supporterait pas le traumatisme d'une autre intervention. Il a supplié, mais ils ont refusé de le faire. Il s'est donné la mort un peu plus tard ce jour-là. Ton corps te lâchera, et c'est pour ça que je t'ai mis au fer. Je te protège du risque de te blesser, ou de tomber malade, comme cela arrive si souvent dans le monde extérieur. Je te garde enchaîné, parce que je sais que j'ai trouvé l'endroit le plus sûr possible pour te garder. En étant loin de tout danger, tu vivras sans doute jusqu'à un âge avancé. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi, et c'est pourquoi je ne te laisserai jamais sortir de la cave. Un autre de mes amis est revenu de la guerre du Golfe pour découvrir que sa femme couchait avec un autre homme. Fier de nature et profondément amoureux de son épouse, mon vieil ami s'est immédiatement mis en colère. Il a menacé de tuer l'étranger qui s'était installé si confortablement dans le lit conjugal d'un autre homme. L'étranger, cependant, était aussi un soldat, et mon ami n'avait pas remarqué que, sur la table de nuit voisine, il y avait une arme de poing lui appartenant. D'un seul geste, cet inconnu qu'il n'avait jamais rencontré auparavant a pris l'arme et lui a tiré dessus. La balle a transpercé son poumon droit et mon cher ami est mort noyé dans son propre sang. Et il a été assassiné par l'homme qui lui avait volé sa femme. Ton cœur te trompera, et c'est pourquoi je te garde à l'isolement. Si tu tombes amoureux, tu le regretteras sûrement. Je veux t'éviter de souffrir de cette douleur. Même les amitiés ne peuvent la plupart du temps que causer du chagrin à la fin. Je suis la seule personne qui est sûre de t'aimer pour toujours. Pour le reste de ta vie, tu ne connaîtras donc personne d'autre que moi. Savais-tu qu'une des victimes de Jeffrey Dahmer avait failli s'échapper ? Le malheureux garçon s'est enfui nu et mutilé dans la rue. Mais il s'est étrangement retrouvé dans l'impossibilité de s'expliquer devant la police venue enquêter. Vois-tu, Dahmer avait versé un acide fort dans une ouverture qu'il avait creusée dans le crâne du garçon. Le produit chimique corrosif a rongé son cerveau, le laissant stupéfait et néanmoins conscient du danger qu'il courait. Dahmer a parlé à la police parce que sa victime ne pouvait pas le faire et leur a raconté des mensonges pendant que le garçon était assis nu sur le trottoir, hébété. Dahmer a réussi à leur faire croire des choses qui étaient totalement fausses. Il leur a dit que le garçon était en fait un adulte et qu'il ne délirait pas à cause de la torture, mais plutôt parce qu'il avait bu trop d'alcool. Il a affirmé qu'il serait préférable pour toutes les personnes concernées que Dahmer soit simplement autorisé à le ramener chez lui pour qu'il se repose. La police a finalement accepté. Et cette nuit-là, Dahmer a ramené sa victime dans la chambre de torture dont il s'était déjà échappé, à juste titre. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls ensemble, Dahmer a terminé le travail qu'il avait commencé, en mettant fin à la vie du pauvre garçon. La société ne parviendra pas à te protéger, et c'est pourquoi j'ai été obligé de te couper les mains. Tu as tenté de taper un message demandant de l'aide. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tu allais essayer de gâcher ce que nous avons ensemble, et ce que j'essaie de faire pour toi. Tu vas tout ruiner, à moins que je ne t'en empêche fermement. Je sais que tu deviendras rapidement fou sans une certaine forme de stimulation. Et je t'ai donc construit l'appareil qui te permet de naviguer sur Internet, même si tu es enchaîné au mur. Cependant, tu ne dois plus jamais essayer de communiquer avec le monde extérieur. J'espère que les moignons arrondis à l'extrémité de chacun de tes avant-bras serviront à te rappeler de ne plus jamais me désobéir. Chercher de l'aide auprès des autres ne t'apportera rien, mon cher ami. Cela ne pourrait que te causer une douleur inutile. Et je t'assure que dans certains cas, celle de la désobéissance peut être bien pire que quelque chose d'aussi simple que perdre tes mains.
Mon amour de lycée a eu la pire malchance. Nous étions pauvres, elle et moi, mais nous étions heureux ensemble. Un jour, un homme est venu dans notre ville et a fait des promesses à ma petite amie. Il convoitait sa beauté, et j'étais impuissant pour l'empêcher de la prendre. Elle voulait s'échapper de notre petite ville, et elle est partie avec lui, à la recherche de la gloire et de la fortune qu'il lui avait assurée. Nous n'avons plus entendu parler d'elle, jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, ma chérie soit devenue célèbre, mais pas de la manière qu'elle l'avait souhaité. Son histoire était connue par beaucoup de gens uniquement à cause de la brutalité qu'elle avait subie. Elle a été en soins intensifs pendant quelques jours après avoir été retrouvée, mais elle était bien trop traumatisée pour parler. Nous n'avons jamais appris les détails de ce qu'il lui avait fait, mais ses blessures à elle seule en disaient long. Elle racontait l'aventure d'un homme dépravé au-delà de toute imagination. Un homme qui prenait un réel plaisir à transgresser la décence humaine. Ce type d'homme n'est pas rare. J'espère que cette lettre t'aura aidé à comprendre pourquoi je fais parfois des choses qui semblent être horribles ou cruelles. Je pourrais raconter beaucoup d'autres anecdotes comme celles qui sont écrites ci-dessus. Mais je ne vois aucune raison de t'ennuyer davantage. Lorsque tu me verras ce soir, tu pourras me demander de t'en dire plus sur ce que je sais, et je serai heureux de le faire. Pour l'instant, commence simplement par apprendre à me faire confiance. En plus de ce que je t'ai déjà dit, laisse-moi aussi ajouter ceci. Ton esprit finira par te faire défaut lui aussi. Ta spiritualité, comme un feu, va soit s'éteindre, soit te consumer entièrement. Les valeurs qui te sont les plus chères seront mises à rude épreuve jusqu'à ce qu'elles craquent bruyamment, et le son de leur rupture ne te permettra pas de dormir la nuit. Après cela, ces valeurs s'effondreront entièrement et seront oubliées. Je peux te protéger de toutes ces atrocités, et je jure que c'est la seule chose que j'essaie de faire. Je couperai toutes les parties de toi qui pourraient éventuellement te faire du mal. Je crois qu'un jour, tu me remercieras pour mes efforts. Je te chéris plus que les mots ne peuvent le dire. Éternellement, ton gardien. Il était une fois une princesse coincée dans un donjon, gardée par un immense dragon. Dans un pays très lointain, un prince a appris cette histoire d'un inconnu et décida d'aller délivrer cette princesse et de se marier avec elle ensuite. Il enfourcha donc son cheval et parcourut plusieurs centaines de kilomètres pour enfin arriver au donjon. Comme dans l'histoire, il voyait une petite fenêtre tout en haut de celui-ci, qui donnait sur la chambre de sa bien-aimée. Bizarrement, aucune trace du dragon. Pensant à un piège, il entra doucement dans le donjon, par une petite porte en bois. Tout paraissait normal. Il se mit en route. Au fur et à mesure qu'il montait, les marches étaient recouvertes d'un liquide rouge très foncé. Au bout de quelques minutes, le prince décida de faire une pause. Il ne savait absolument pas à quel étage il se trouvait, et aucune fenêtre ne pouvait lui indiquer sa hauteur. Il se rendit compte que malgré l'absence de fenêtre, l'escalier était très bien éclairé, comme si une lumière émanait des murs. Il dégaina son épée, prêt à se défendre face à un quelconque piège, puis se remit en route. Une dizaine de minutes plus tard, et une centaine de litres de sang piétiné, il arriva enfin à la porte de la chambre de sa bien-aimée. Seulement, il hésitait à ouvrir. Une atmosphère sombre régnait dans le couloir, et il se demandait pourquoi autant de sang coulait de dessous la porte. Après quelques secondes de réflexion, il posa doucement la main sur la poignée et poussa la porte. Ce qu'il vit dépassait tous ses plus sombres cauchemars. La chambre était d'un rose chair très foncé. Des boyaux la traversaient de part et d'autre. Le sol était recouvert de sang plus ou moins frais. Et en son centre se trouvait la princesse. Elle était assise par terre et ne bougeait plus. Le prince observait la pièce d'un air dégoûté et affolé. Ses yeux s'arrêtèrent sur la femme. Ses longs cheveux blonds traînaient sur le sol et étaient recouverts de sang. Elle commença à se retourner. Le prince resta figé. La princesse avait un magnifique visage, blanc, comme ceux des poupées de porcelaine, et taché de sang. Ses yeux n'avaient pas d'iris, et la pupille prenait la totalité de l'œil, rendant celui-ci noir. Le prince se perdit dans ce regard profond. Il retrouva tout de même ses esprits et commença à courir en dehors de la chambre. La princesse inclina la tête de quelques degrés, et la porte
se ferma devant le prince. Lorsqu'il se retourna, la princesse se trouvait juste en face de lui et le dévisageait. Le prince disparut dans un cri horrible, rempli d'effroi. Vous l'avez sans doute compris, la vérité n'est pas aussi belle que le conte de fées. En réalité, le dragon était mort depuis bien longtemps, étripé par la belle. Cette dernière avait aussi tué et éventré tous les princes venus la sauver. Après tout, ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine? Je fais des cauchemars. Je fais beaucoup de cauchemars. Beaucoup trop. 3 à 4 chaque nuit. J'essaye de les noter dans un carnet posé sur ma table de chevet. Ça fait maintenant 1 mois que j'emmagasine les récits de mes nuits agitées, ou les simples bribes encore dans ma mémoire. Mes nuits se passent toujours de la même façon. Je vais me coucher, je me réveille avec le cœur battant, vers 2 ou 3 heures du matin. J'ouvre mon carnet, j'écris ce dont je me souviens, puis je me rendors. Je me réveille en sursaut à 4h09. J'ouvre mon livre, j'écris, je me rendors. Pour finir, je me réveille tétanisé à 6h34. J'ouvre mon journal lentement, j'écris encore en tremblant, et soit je continue le supplice encore une fois, soit je me lève. Je n'ouvre jamais mon carnet en journée. En fait, je ne l'ai jamais ouvert, sauf pour noter mes terreurs nocturnes. J'ai peur de me souvenir. Je vois un psychologue depuis quelques mois. Il m'encourage à l'ouvrir, à lire, à affronter et vaincre mes peurs. Il dit que mes cauchemars s'arrêteront peut-être si je ne les refoule pas. C'était déjà lui qui m'avait encouragé à acheter le carnet. Si j'écris ces lignes, c'est parce que ce soir, je vais le faire. Ce soir, je ne vais pas dormir. Je vais lire et réécrire sur ces feuilles ces rêves qui me hantent. Quand j'aurai fini, j'écrirai mon ressenti. Je n'ai pas fini de lire mes cauchemars. En réalité, je n'en ai lu que 3. Mais une personne apparaît dans ces 3 cauchemars. Au cours d'une même nuit, j'ai rêvé 3 fois de la même personne. Ce serait un homme, plutôt petit et un peu gros, un sourire au coin des lèvres. Il me fixerait peu importe la situation. Ça commence déjà à être dérangeant. Je continue. Voici des extraits. Numéro 7. Ma sœur se trouve, le crâne rasé, dans une salle de bain. Son corps nu et recouvert des cheveux qu'elle vient de raser. Elle me fixe. Elle me répète que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Elle regarde par-dessus mon épaule. Elle se fige. Je me retourne. L'homme me dit que je ne pourrai pas sauver les gens que j'aime. Numéro 10. Je suis devant un miroir. Mon reflet me sourit alors que je ne souris pas. Il se met à rire, de plus en plus fort. Il hurle de rire. Son rire résonne dans mon crâne. Il frappe à l'intérieur du miroir. Je cligne des yeux. Je me retrouve dans le miroir. Il me demande, en continuant de rire, « Qu'est-ce que ça fait d'être le reflet de soi-même » Deuxième battement de cils. C'est maintenant l'homme qui se tient face à moi. Il sourit. Je lui dis, « Qu'est-ce que ça fait de ne pas être réel ?» Je suis là. Comment puis-je ne pas être réel? Numéro 11. Une pièce sombre. Je ne vois rien. Mes parents sont éclairés au loin. L'obscurité m'oppresse. Mon cœur me fait mal. Ils me regardent avec pitié. Je suis moi, enfant. J'ai peur. Mes parents partent. J'essaye de les suivre, mais mes bras sont retenus. Je me débat. Je ne les vois plus. Ils sont partis. Une main rassurante se pose sur mon épaule. C'est l'homme. Papa, maman, vous ne m'aimez pas? J'ai prêté mon carnet à mon psychologue. Je n'ai pas dépassé le 11e souvenir. Il m'a dit que c'était déjà une progression, que je suis perturbé par quelqu'un et que mes rêves sont sans doute ce que je rejette. Une vérité glacée qu'il faut que je brise. J'ai hurlé en plein milieu de la séance. Je me rappelle de chaque mot que j'ai hurlé, comme si je les avais appris par cœur. Docteur, 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 arrêtez vos phrases qui n'ont aucun sens. Comprenez-moi, aidez-moi, sauvez-moi. Ou achevez-moi. Il m'a dit de me reposer. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de fermer les yeux, de les ouvrir. J'ai peur d'être fatigué, de dormir. J'ai peur de le voir encore, l'homme. Voilà comment il s'est présenté à moi. Je ne sais plus quand il l'a fait.
L'a-t-il seulement fait? Il me l'aurait dit avant que j'écrive mes cauchemars. Après, il me l'a dit en rêve. L'ai-je vu avant que mes nuits deviennent abominables? Il faut que je dorme. Mon Dieu, ayez pitié. Toujours le même rituel nocturne. Je ne me souviens toujours de rien. Je tourne en rond. Tout ce qu'il y a autour de moi me protège. Chaque meuble, chaque regard, chaque sensation me rappelle que je ne dors plus, que je suis réveillé, que je suis réveillé, que je suis réveillé. Il n'est pas là. J'ai décidé d'arrêter de lire mes anciens rêves. Je veux juste lire ceux que j'ai écrits la veille. J'ai la sensation que ce sera plus utile. Numéro 34. Il y avait un bloc de marbre, je crois. L'homme taillait quelque chose dedans. Un travail qui demandait du temps. Il me laissa voir son œuvre. Un homme avec une capuche, qui avait l'air d'avancer avec crainte. Il me regarda d'un air surpris. Il m'a demandé si je me souvenais. Non, je ne me souviens pas. Mais je lui ai répondu, ça arrive. Numéro 35. J'étais devant les corps démembrés de mon père et de ma sœur, dans cette voiture accidentée que j'allais faire brûler. Tout était prémédité. Une balade, un virage trop serré, puis le fossé. Le meurtre de ma sœur, un tournevis dans la trachée, lui avait suffi. La torture du père, puis la dissection, et enfin le bûcher. Et je l'ai regardé brûler. Brûler sans rien ressentir, sans rien dire, sans rien penser. Je porte un masque. Je me vois de l'extérieur. C'est le visage de l'homme. Je m'arrête au numéro 35. Le dernier sera pire que les autres. Je n'ai plus la force de subir ça. Je suis en larmes. Qu'est-ce que c'est? Cet homme? Pourquoi je dois subir ça? Je n'en peux plus. Je m'en vais. En me levant, j'ai eu un flash. Un cauchemar. Peut-être est-il dans le carnet, mais j'ai un mal de crâne horrible. Voilà ce dont je me souviens. Numéro, je ne sais plus quoi. J'étais de nouveau enfant. Mes parents, paniqués, voulaient me mettre un pyjama avant de sortir de la maison pour nous cacher dans une cave. Une immense tornade, comme on n'en voit que dans les films, fonçait droit sur nous. Lentement, irrémédiablement. Hypnotique, elle avançait. Et je refusais de m'habiller, absorbé par sa sinistre fureur. Elle avala la maison d'en face dans un vacarme assourdissant. Mes parents hurlaient, mais plus rien ne comptait. La tornade arrivait, doucement, avec une puissance terrifiante. La sensation du verre de la fenêtre qui se brise s'est faite ressentir. Puis plus rien. Le temps était soudainement comme arrêté. Quelqu'un me tendait la main. Il a dit qu'il était l'homme qui pouvait me sortir de là. Je pris sa main. Il me ramena à lui. Il m'embrassa. Il me lécha doucement le cou. J'étais paralysé. Il murmura que tout allait changer pour moi. Il commença à glisser sa main dans mon pantalon. Je le regardais horrifié. Le temps redémarra. La tornade nous broya. Comment je peux m'en rappeler de façon aussi précise? Je reste de longues minutes à fixer cette feuille. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ça? Je prends une valise au hasard. Je mets des affaires à la va-vite dedans. Je dois partir d'ici. Je me sens épié. Je me sens en danger. J'ai l'impression d'avoir été violé depuis que je l'ai écrit. Je deviens complètement fou et ignoble. Ou bien, est-ce vraiment arrivé? Je deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou. J'ai roulé sans m'arrêter pendant des heures. Je suis bloqué sur une aire d'autoroute, sans essence, alors que j'écris en attendant le réparateur. Je pense juste que ces cauchemars m'ont abîmé l'esprit. J'ai besoin de vacances. Si on me demandait pourquoi je suis parti comme ça de chez moi, ou bien pourquoi je roule dans une direction sans m'arrêter depuis des heures et sans avoir pensé à prendre de l'essence, je répondrais que je ne sais pas, mais que je ne dois pas rester. J'ai envie de partir, mais je regrette d'être parti. Le réparateur ne va pas tarder. Il est temps, il fait presque nuit. Je me suis endormi. Où est mon carnet? Tant pis. Numéro 37. Je suis dans un cimetière. Il fait noir. Je suis angoissé. Il n'y a pas un bruit. J'ai les mains pleines de sang et j'ai une pelle près de moi. Je me mets à creuser dans une tombe et un squelette animé sort de la sépulture. Il se met à me mordre
et à arracher ma chair avec le peu de dents qui lui reste. Je ne peux pas bouger. Je ne peux que ressentir la douleur de la chair qu'il m'arrache. Puis, je vois mes parents arriver au loin, dans leur voiture, et je crie. Mais ils ne se pressent pas trop. Au fur et à mesure que le squelette me mange, il se transforme peu à peu en moi-même, et moi, en squelette. Il me pousse dans la tombe, et il la referme. Puis, mes parents arrivent, et le squelette part avec eux. Papa, maman, pourquoi? L'homme tend la main vers la tombe. Il me dit que le choix est déjà fait. Il est 2h34, il n'arrivera pas ce soir. Je vais dormir, dans ma voiture. Je ne trouve plus ce foutu carnet. Numéro 38. L'homme descend dans une cave. Un enfant et sa mère sont enchaînés. Je suis comme invisible, dans un coin de la pièce. Il sourit à ma mère. Il se met à la frapper. Encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit inerte à terre. Il lui enlève le peu d'habits qu'elle avait et demande à l'enfant de la regarder. Il ne la regarde pas. L'homme insiste. Le gamin regarde par terre. L'homme laisse la femme avec l'arcade sourcilière ouverte, le visage boursouflé et des côtes fêlées. Le petit de 8 ans vient de lever la tête. Il fixe l'homme, qui fait de même. L'homme prend la tête de l'enfant et la frappe contre le mur. Il déshabille ensuite l'enfant. Il baisse sa braguette et il sourit. Je viens de fermer les yeux. Je me bouche les oreilles autant que je le peux. L'enfant hurle. La mère supplie d'être prise à la place de son fils. Puis, le silence. Je rouvre les yeux. La salle est vide. Il ne reste que du sang séché. Il me fixe. Tu sais ce qui t'attend maintenant? Dit-il avec des sanglots dans la voix. Il me saute à la gorge. Il essaye de m'étrangler. Mais ton choix est déjà fait, n'est-ce pas? Je ne veux plus dormir. Je ne veux plus dormir. J'en peux plus, je craque. Ceci est donc une très longue lettre d'adieu. Ces rêves m'ont tué. Ces rêves m'ont... Non. L'homme de mes rêves. L'homme dans ma tête m'a tué. J'ai un pistolet dans ma valise. Le voilà, mon choix. Mon choix est fait. Ça te va? Une voiture klaxonne derrière. Quelqu'un sort de la voiture et s'approche de ma fenêtre. Ça va aller? Qu'est-ce que vous faites ici? Je lui ai expliqué mon trajet et le fait que j'attendais une dépanneuse. Vous allez où? Je peux vous déposer? Peu importe où. Un endroit calme, où je pourrai enfin dormir pour l'éternité. Une balle de plomb sera mon somnifère. Je prends ma valise, mon pistolet est dans ma poche. Je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Il tend la main vers ma valise. Il est éclairé par les phares de sa voiture. C'est un homme petit et un peu gros. Votre choix est fait? Où avais-je entendu ça? Où l'avais-je déjà vu? Je ne sais plus. Mais je sais que si je pars avec lui, je serai témoin d'un spectacle que je ne veux pas voir. Je me suis jeté sur lui, et je lui ai défoncé le crâne avec la crosse du pistolet. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Je l'ai tué. J'ai le sentiment d'avoir sauvé des dizaines de personnes. Je vais bien dormir ce soir. Je mets ma capuche, et j'avance avec crainte. Ceci n'est donc pas une lettre d'adieu, mais un aveu. J'ai tué un monstre, et j'ai adoré ça.